Voilà, la technique est au point, donc nous pouvons commencer. Alors, nous avons à traiter le Brexit et selon le terme fracture ou divorce positif. C'est une question fondamentale pour le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est un vrai feuilleton, pas forcément un feuilleton exceptionnel, mais un vrai feuilleton. Il se passe toujours quelque chose concernant le Brexit. Hier, un nouveau vote défavorable au Parlement britannique sur l'accord de sortie. Et aujourd'hui, un nouveau vote qui aura lieu, cette fois-ci, sur sortir avec accord ou sortir sans accord. Cela dure depuis maintenant près de 2 ans, depuis la lettre du 29 mars 2017 de la Première ministre, Madame May, indiquant la volonté de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne selon la procédure de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Ce qui veut dire que normalement, la sortie, c'est le 29 de ce mois, si on applique les règles du droit européen. 2 personnes vont nous éclairer sur cette question du Brexit. Ici, présent Thierry Chopin, professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille, mais aussi professeur invité au Collège de Bruges, très impliqué dans les think tanks, et notamment que ce soit celui de Schuman ou celui de Notre Europe, de nombreux livres à son actif sur l'Union européenne, sur la démocratie européenne, et très impliqué dans le fameux rapport Schuman qui est fait très régulièrement sur l'Europe. À distance, j'espère qu'il est à l'écran, je ne le vois pas à l'écran, voilà, à distance, à l'écran, Marc Roche, journaliste, spécialiste du Royaume-Uni, et pour plusieurs journaux, et notamment Le Monde à un moment donné, Le Point le soir, et qui est l'auteur d'un livre en 2018. Et je trouve qu'il va devoir s'expliquer. Le Brexit va réussir. Visiblement, aujourd'hui, dire ça, c'est peut-être difficile. Nous allons d'abord les entendre, donner leur point de vue l'un après l'autre, sur cette idée d'une fracture, d'un divorce. Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un désastre qui se prépare ou une chance pour l'Europe, notamment une chance sur le plan de l'Europe politique? La Grande-Bretagne n'a jamais été fascinée par la dimension politique de la construction européenne, beaucoup plus sur le marché que sur la dimension politique. Ils vont nous expliquer cela. J'essaierai d'être le maître du temps pour chacune de leurs interventions pour permettre ensuite un échange, soit en présence, soit à distance. Marc Roche étant en ce moment, je crois, à Londres, et donc ça facilitera les choses sur sa connaissance du sujet sur place, d'une certaine manière. D'abord, peut-être vous, Thierry Chopin. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, Henri, de ces mots d'introduction. Et je salue à distance Marc Roche, avec qui nous aurons le plaisir de discuter dans quelques instants. Donc Henri, vous avez demandé de donner en quelques minutes, en une dizaine de minutes, nos premières réflexions sur le sujet. Donc effectivement, Brexit, fracture ou divorce positif. Donc, je voudrais peut-être faire deux ou trois séries de remarques d'abord à titre introductif. Peut-être première série de remarques, je crois d'abord qu'il faut rappeler que le Brexit est une mauvaise chose pour l'Union européenne. En tout cas, c'est ce que je pense fondamentalement. C'est une mauvaise chose pour plusieurs raisons. C'est une mauvaise chose parce que c'est d'abord une amputation. C'est une amputation économique, c'est une amputation politique, c'est une amputation stratégique. Un pays qui est une puissance nucléaire, un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une mauvaise chose également parce que je crois que le Brexit acte finalement pour la première fois la possibilité d'une réversibilité du point de vue de l'intégration européenne, ce qui a d'ailleurs conduit un certain nombre d'observateurs, d'analystes à parler, alors peut-être un peu fortement, de désintégration au sens juridique du terme. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Un autre impact, je crois, de ce Brexit sur le plan politique, c'est que, et sur le plan géopolitique, puisque nous nous trouvons dans le cadre d'un festival de géopolitique, c'est que le Brexit, sans aucun doute, va modifier les équilibres géopolitiques internes à l'Union européenne, les équilibres de puissance entre notamment les grands, entre guillemets, États membres de l'Union, entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et puis, je crois que c'est une mauvaise chose, enfin, parce que le Brexit, en tout cas, quand le référendum britannique s'est tenu,
le 23 juin 2016, il a été symbole, évidemment, ce résultat de désunion. Et il n'a pas manqué, en tout cas dans un premier temps, de doper les discours europhobes en faveur d'une sortie de l'Union européenne dans un certain nombre de pays membres. Ça a été le cas aux Pays-Bas, par exemple, ça a été le cas en République tchèque, ça a été le cas aussi en France, où on se souvient que certains responsables politiques ont défendu, par exemple, le Frexit pendant la campagne présidentielle française. Alors, en même temps, on ne peut plus dire en même temps sans sourire, en fait, c'est quand même incroyable, mais pourtant, et ça sera ma seconde série de remarques très rapidement, ce qui est très frappant, c'est que après finalement 2 ans et demi consécutifs au résultat du référendum britannique, ce qui est très frappant, c'est que les Européens, Michel Fouché en parlait dans sa conférence rapidement, ont fait preuve d'unité. C'est-à-dire que ce n'est pas la fragmentation, ce n'est pas l'implosion, ce n'est pas la désintégration de l'Union européenne qui a découlé du Brexit, même si le Brexit n'y a pas encore eu à proprement parler. Et cette unité des 27, elle s'est traduite d'abord au plan gouvernemental, puisque, et c'est quand même un élément important, les 27 pays membres de l'Union européenne ont fait bloc dans la négociation sur la première partie finalement de la négociation qui doit conduire à la séparation, au divorce, avant même de négocier sur la nature des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et cette unité, sans doute, s'explique-t-elle par un certain nombre de facteurs qu'il est pas inutile de rappeler. Je ne sais pas si ce que je veux dire est complètement convaincant, mais en tout cas, ils sont peut-être de nature à nourrir la discussion avec vous. Le premier facteur, je crois, c'est d'abord le poids économique et commercial de l'Union européenne, qui permet de rendre compte que l'Union, effectivement, est dans un rapport de force politique, diplomatique, favorable vis-à-vis de Londres aujourd'hui, et ce depuis le début de la négociation. Deuxièmement, et peut-être pour reprendre d'ailleurs un argument qui a été évoqué aussi tout à l'heure avec Michel Fouché, peut-être la prise de conscience que les 27 partagent un certain nombre d'intérêts communs, ou d'intérêts partagés, effectivement, si on veut reprendre l'expression utilisée par Michel Barnier. Et on voit bien que parmi ces intérêts communs ou ces intérêts partagés, il y a le souci chez les 27 de maintenir coûte que coûte l'intégrité du marché intérieur européen qui est au cœur de l'existence politique de l'Union européenne. Troisième facteur, la méthode utilisée, c'est-à-dire effectivement un mandat donné à l'unanimité par les 27 chefs d'État et de gouvernement à un négociateur en chef pour négocier la séparation avec le Royaume-Uni. Peut-être aussi le fait que, en tout cas dans les pays, c'est peut-être pas un argument généralisable à l'ensemble des 27 États membres, mais dans un certain nombre de pays, notamment ceux où les forces politiques populistes sont fortes, pèsent dans le débat public, eh bien, l'idée de pouvoir aussi négocier sur cette question du Brexit assez durement, pour ne pas laisser penser que eh bien, un pays qui voudrait sortir pour obtenir un statut plus favorable que le statut d'État membre de l'Union européenne, ça pourrait se faire facilement. Donc je crois que c'était aussi un argument important. Et puis, peut-être dernier facteur, moi, qui me frappe beaucoup, ce qui explique aussi peut-être cette unité, cette capacité des 27 à faire bloc dans la négociation avec le Royaume-Uni, c'est sans doute le fait que cette unité, elle découle d'une négociation avec ce qui deviendra à terme un État tiers vis-à-vis de l'Union européenne, comme si le rapport à l'extérieur avait tendance à renforcer la cohésion interne des Européens. Alors, peut-être toujours dans cette deuxième série de remarques, s'il est intéressant de noter qu'il y a eu cette unité sur le plan des chancelleries, sur le plan gouvernemental, ce qui est aussi très frappant quand on regarde les enquêtes d'opinion depuis le référendum britannique, du point de vue des opinions publiques, eh bien, on voit deux choses, moi qui me frappent beaucoup. La première, c'est que
la participation, en tout cas les opinions publiques sont plus favorables aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 2 ans et demi ou 3 ans à l'Union européenne. C'est-à-dire que le sentiment de participer à l'Union européenne est devenu plus favorable et plus positif dans tous les États membres de l'Union européenne, y compris dans les pays qui sont gouvernés par des forces politiques nationales populistes. C'est quand même intéressant à noter. Et par ailleurs, l'autre leçon qu'on peut tirer de cette étude des enquêtes d'opinion, que ce soit les eurobaromètres, que ce soit les études que l'on trouve en Allemagne ou bien dans le monde anglo-saxon, montre que dans aucun pays membre en fait, aujourd'hui de l'Union européenne, on ne trouve une majorité europhobe favorable à la sortie de l'Union européenne. Ni en Hongrie, ni en Pologne, ni en Italie, ni en France, dans aucun pays. Alors ça ne veut pas dire évidemment que parce qu'on ne trouve dans aucun pays une majorité europhobe qu'il n'y aurait pas d'euroscepticisme. Évidemment, ce sont 2 choses qu'il faut bien distinguer. L'europhobie, une volonté de sortir de l'Union européenne, mise en cause de l'appartenance de son pays à l'Union. Euroscepticisme, développement d'un discours critique sur certains aspects de cette construction européenne et de l'appartenance à l'Union. Peut-être troisième et dernière série de remarques, mais peut-être beaucoup plus actuelle et immédiate. Finalement, quel Brexit ? Quel Brexit au moment où nous nous parlons, et c'est évidemment le point le plus difficile. Je sais qu'on est dans le brouillard, hein, sans mauvais jeu de mots. Vous l'avez dit, Henri, avec vos quelques mots d'introduction, le Parlement britannique n'a pas ratifié l'accord de retrait qui avait été négocié entre le gouvernement britannique et l'Union européenne. On est à quelques heures, j'imagine, mais Marc Roche a peut-être des informations plus précises que moi à ce sujet et plus directes. On est sans doute à quelques heures d'un nouveau vote contre une sortie sans accord. Probablement, possiblement, si on veut être prudent. Et le cas échéant, on s'orienterait, je suis encore une fois prudent et j'utilise le conditionnel, vers un 3e vote demain sur une possible prolongation, extension, un délai en vue de reporter finalement la sortie prévue initialement au 29 mars, un peu plus tard. Évidemment, avec 2 questions qui se posent à cet égard. La première, c'est un délai, pourquoi ? Pourquoi faire ? Et la deuxième question, c'est quelle durée pour ce délai, avec évidemment ce point important que si on prolonge et si Londres d'abord demande cette extension, si les 27 chefs d'État et de gouvernement acceptent à l'unanimité cette prolongation, quel impact potentiellement sur les élections européennes ? Alors je ne sais pas d'ailleurs si Theresa May elle-même a la solution en fait, à la question qui est posée. Il y a des solutions évidemment théoriques qu'on peut avoir présentes à l'esprit. Est-ce que la Première ministre va démissionner ou pas ? Est-ce qu'elle peut menacer les Brexiteers d'élections anticipées ? Ça me semble peu probable parce que ça serait finalement une déclaration de guerre à son propre camp. 3e solution, est-ce qu'il est possible d'envisager finalement de mettre au vote des citoyens son deal, l'accord de retrait qu'elle a négocié avec l'Union européenne par référendum, l'idée d'un second référendum, mais ça prend du temps. Il faut au moins, j'imagine, 6 mois, 8 mois pour organiser un référendum. Donc nous sommes au moment où nous nous parlons et où nous allons discuter, alors non seulement en pleine actualité, mais dans une situation qui paraît inextricable. On a le sentiment qu'on vient de perdre 3 mois depuis l'accord, finalement, la décision en tout cas d'avoir un accord sur le divorce. Le no deal n'est pas à exclure. Il n'est peut-être pas probable, mais il est possible. Et moi, ce qui me frappe, et ce sera vraiment mon dernier mot, c'est que finalement, on n'a pas parlé ces derniers mois de l'avenir de la relation future. C'est-à-dire que la Première ministre n'a pas utilisé cette carte, n'a pas cherché à voir dans quelle mesure elle pouvait obtenir finalement une majorité au Parlement sur telle ou telle option qui pourrait définir la nature des relations à venir
entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc plus de questions, pardon, que de réponses à ce stade. Et voilà ce que je pouvais dire à ce stade en quelques mots d'introduction. Merci. Alors on va poursuivre cette fois-ci à distance avec Marc Roche. J'espère qu'il m'entend bien. Et sur votre très propre... Bien, enfin, je me débrouille. On n'a pas coupé le son entre le continent et le Royaume-Uni. Vous m'entendez bien? Normalement, oui. Vous entendez bien? Oui. Certains font des gestes. Oui. Il faut parler peut-être un peu plus fort encore, je ne sais pas. Bonsoir. Oui, ça marche là. Bonsoir. J'aurais beaucoup aimé être avec vous. Nous aussi. À Grenoble, mais Madame May en a décidé autrement. Bless her. Comme on a pu le constater une nouvelle fois hier soir, tout pronostic sur l'issue finale du Brexit relève aujourd'hui de l'art divinatoire. C'est pourquoi mes remarques ne concernent que le moyen et le long terme, sachant que j'estime que le Brexit, quel que soit son dénouement, est inéluctable. De nationalité belge, né à Bruxelles, où j'ai fait toutes mes études, j'ai grandi en même temps que les institutions européennes. J'ai toujours été un pro-européen. Lors du référendum du 23 juin 2016, j'étais un riméneur de cœur. Comment suis-je devenu aujourd'hui un Brexiteur de raison? À court terme, il n'y a pas de doute que les conséquences du Brexit seront économiquement et diplomatiquement dommageables. Mais à moyen et à long terme, au contraire, hors de l'Union européenne, le Royaume-Uni a choisi un destin porteur, à la fois européen et planétaire. Pour l'emporter, après le choc initial du départ, le Royaume-Uni va pouvoir compter sur 7 solides atouts. Premier atout, l'ouverture de l'économie britannique sur le monde. À la surprise générale, l'économie britannique a bien résisté au choc de la rupture future avec l'Union européenne. Le déficit d'attractivité ne s'est pas produit. Le Royaume-Uni a continué d'attirer les investissements étrangers et à ce jour, il n'y a eu aucune délocalisation. Pourquoi? Déréglementation du marché du travail, faiblesse des syndicats, absence de patriotisme économique, flexibilité de la loi anglaise, recours à une main-d'œuvre bon marché, impôts bas sur les sociétés et corruption moins prégnante. Ces avantages perdureront bien après la sortie de l'Union européenne et permettront au Royaume de prospérer. Atout numéro 2, le tropisme des économies émergentes. Les pays émergents, en particulier la Chine, seront encore plus attirés qu'ils ne le sont aujourd'hui par l'absence de patriotisme économique au Royaume-Uni. Troisième atout, le paradis fiscal aux portes de l'Union européenne. La première place financière européenne, voire mondiale, va pouvoir mettre allègrement l'accent sur ses activités offshore. En matière sur la City, le bain de sang que prédisaient quelques esprits chagrins au lendemain du référendum ne s'est pas produit. Les délocalisations d'effectifs bancaires de Londres vers Francfort ou Paris n'ont pas eu lieu. Quatrième atout est sans doute le plus controversé, l'acceptation des inégalités, le recours au dumping social et la faiblesse de l'État-providence. Bon nombre d'électeurs du Leave, favorables au départ, sont des laissés-pour-compte de la mondialisation, qui ont voté contre le creusement des inégalités
la baisse de leur niveau de vie et la dégradation des services publics sous l'effet de la politique d'austérité. Ils souhaitent plus de protection et pas moins. Certes, reste que les inégalités sont mieux acceptées au Royaume-Uni qu'ailleurs. Les Britanniques ont toujours été darwiniens et ont toujours cru dans la loi du plus fort. L'indifférence à la pauvreté et aux emplois précaires, la déréglementation totale du marché du travail et le manque de protection des employés et ouvriers et un État-providence réduit aux acquêts l'attestent. Cinquième atout, le Royaume-Uni saura exploiter à son avantage le dynamisme de sa société multiculturelle et le règlement de son problème migratoire. Le Brexit a été un vote xénophobe, essentiellement. Étrangement ou paradoxalement, le Brexit a éradiqué le populisme, comme le montre la disparition de la formation extrémiste UKIP et la force du bipartisme travailliste conservateur qui ont recueilli 83% des suffrages lors du dernier scrutin général de juin 2017. La fin de la libre circulation des Européens après 2021 et la généralisation d'un permis à points en vue de favoriser une immigration choisie et ciblée, adaptée aux besoins de l'économie, mettront tout, je répète, tous les immigrants sur un même pied. À l'inverse justement de la libre circulation, le nouveau système migratoire sera non discriminatoire. La société multiculturelle vibrante que l'on connaît en sortira renforcée. Le succès du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande dans ce domaine le démontre. Sixième atout, le Royaume-Uni va pouvoir donner toute la mesure de sa domination du soft power. Le pays est déjà le leader mondial de cette économie de l'immatériel, sans fondement physique. C'est le cas des médias, du sport, notamment du football, des industries créatrices et surtout des universités. Hors de l'Union européenne, l'Angleterre pourra profiter davantage de son leadership dans la troisième révolution industrielle, l'économie de la connaissance, la knowledge economy basée sur la matière grise. Dernier atout, la force de la démocratie parlementaire britannique. En respectant la volonté populaire exprimée lors du référendum en faveur de la sortie de l'Union européenne, Theresa May reste fidèle à l'esprit de la démocratie parlementaire dont ce pays est le berceau. À l'inverse de ce qui s'est passé en Irlande, contrainte à revoter sur le traité de Nice jusqu'à son approbation, ou en France, où le non à la Constitution est ignoré, au Royaume-Uni, le verdict populaire est respecté. Grâce au Brexit, le Royaume-Uni va pouvoir se réinventer. Hors de l'Union européenne, il ne sera pas un pays meilleur, mais différent. En ce sens, il constituera un formidable défi pour une Union européenne incapable de se réformer, incapable de régler son problème migratoire ou incapable de résoudre ses déficiences démocratiques. Pour le Royaume-Uni, à mon avis, et c'est le thème de mon livre, le Brexit ne peut être que gagnant-gagnant. Merci. Peut-être un premier échange dans tous les deux, avant que je donne la parole
quelques éléments d'échange? Oui, volontiers. Ça, c'est pas grave du tout. Mais en fait, le titre de votre livre, en fait, c'est « Le Brexit va réussir ». Je pense pour ma part que les Brexiteurs, en fait, peuvent réussir, en ce sens que ceux qui défendaient une rupture radicale peuvent effectivement réussir. D'abord, ils ont gagné le référendum. Et puis, peut-être qu'ils vont gagner l'option du no deal. Et donc, effectivement, ils peuvent réussir. De là à dire que le Brexit va réussir, c'est une autre question. C'est une autre question, d'abord, je crois, qui suppose qu'on revienne aussi sur les raisons qui expliquent le vote, en fait, en faveur du Brexit. Et c'est vrai que pour ma part, d'abord politiquement, je ne suis pas un économiste, hein, donc on pourrait essayer d'en parler quand même dans un second temps, mais politiquement, je ne suis pas du tout sûr qu'une majorité de Britanniques à avoir voté en faveur de la sortie de l'Union européenne l'ait fait pour les raisons que vient d'invoquer Marc Roche. Je ne suis pas du tout sûr que les raisons d'abord économiques aient été dominantes. On le sait, ce sont plutôt des raisons politiques qui l'ont été. La question de l'immigration, la question de la souveraineté. Et quand le discours a porté sur des enjeux économiques, il me semble que ce discours économique défendait plutôt un rééquilibrage entre ceux qui avaient été bénéficiaires de l'ouverture économique et financière internationale et ceux qui avaient été les perdants. Et donc, alors je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, il y a une tolérance aux inégalités au Royaume-Uni, peut-être plus qu'ailleurs. Néanmoins, il me semble que si d'ailleurs il y a un lien entre le résultat du référendum britannique et l'élection de Donald Trump, d'ailleurs certains ont pu parler de crise atlantique à cet égard, c'est précisément parce que la question des perdants de cette ouverture économique internationale et la question des inégalités qui en découlaient a alimenté une politique de rejet. Donc de ce point de vue-là, effectivement, je suis pas du tout sûr que le scénario en fait que semble défendre Marc Roche aille dans le sens d'une majorité en tout cas de ceux qui ont voté en faveur du Brexit. C'est-à-dire que peut-être que ce Brexit conduisant à une forme de néolibéralisme poussé très loin, de dérégulation, de concurrence fiscale très agressive aux portes de l'Union européenne peut créer des gagnants, effectivement, peut-être les hedge funds, certains acteurs financiers, mais je crois que ça fera aussi beaucoup de perdants. Mais on pourra prolonger la discussion, évidemment, sur ces sujets. Et surtout des perdants quand le Brexit aura effectivement eu lieu, parce que pour l'instant, il n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pouvez réagir aux remarques qui sont faites sur votre intervention? Oui, la première chose que je dois dire, c'est que moi, j'aurais préféré, bien sûr, que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Mais 52% des Britanniques en ont décidé autrement. Alors, vu de Londres, ces 52% sont considérés comme des abrutis à qui on a menti, qui ne savent pas de quoi il en est, et surtout qui sont une bande de racistes, xénophobes, et qui, visiblement, sont des petits Anglais nationalistes, puisque l'Angleterre a voté massivement, enfin pas massivement, mais certainement à 12% de plus pour le Brexit que la moyenne nationale. Ce n'est bien sûr pas le cas. Et justement, au Royaume-Uni, je pense que l'aspect politique du Brexit est essentiel. À savoir que si on veut éviter une révolution style gilet jaune comme en France, ou tout ce qui se passe en Italie, ou dans les pays de l'Est, ou en Autriche, eh bien, il faut respecter ce verdict. Et si on respecte ce verdict, avec les 7 atouts et les autres que j'ai développés, le Brexit sera un succès. Bien. En premier échange, mais alors maintenant, sûrement des questions. Là-haut, tout à fait en haut, mais il faut un micro.
vous pouvez poser des questions aux deux intervenants, bien évidemment. Hein. Puisqu'on entend bien, on s'entend bien, donc je pense que sur le plan auditif, ça marche. Bonsoir, Olivier Marty, j'enseigne l'économie européenne à Sciences Po. J'ai 3 voire 4 questions pour nos 2 intervenants, si vous m'en laissez le temps, monsieur le modérateur. Peut-être 3 questions pour monsieur Chopin, à la suite de son très intéressant exposé. La première serait de lui demander s'il peut revenir sur l'accord qui a été conclu et si, d'après lui, cet accord est un bon accord dans l'intérêt britannique. Ma deuxième question serait de savoir si un meilleur accord dans le cas d'une extension de la période de négociation, qui est aujourd'hui explicitement envisagée, serait possible. Troisième question, est-ce que dans le contexte de blocage critique du Parlement britannique sur l'accord, un référendum qui effectivement soumettrait aux voix du peuple l'accord qui a été conclu ou la perspective d'un no deal ne serait pas finalement la meilleure solution? Quatrième question, peut-être pour monsieur Roche. J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, monsieur. Je crois que vous avez tout à fait raison de mettre en avant un certain nombre d'atouts britanniques, parce que dans le débat, c'est souvent oublié aujourd'hui. Néanmoins, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est que dans votre ouvrage, vous ne faites aucune distinction des scénarios qui sont envisagés. Or, ces scénarios peuvent avoir un impact sur les 7 atouts que la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni pourraient déployer. Merci. Monsieur Roche, vous pouvez répondre à la 4e question de ce monsieur. Vous l'avez entendu, je pense. Mais écoutez, pour l'instant, il y a une majorité sur rien du tout. C'est extraordinaire ce que nous vivons. Donc, il n'y a pas de majorité sur un deuxième référendum. Il n'y a pas de majorité sur un no deal. Sans doute ce soir, il y aura une majorité contre pour voter qu'il n'y aura pas de no deal. Il n'y a pas de majorité sur le plan mai et il n'y a pas de majorité sur un soft Brexit, une solution à la norvégienne, Canada+. Il n'y a rien. Tout est bloqué. Alors, le deal de Madame May, à mes yeux, était le meilleur. Mais l'arithmétique parlementaire a fait que cette question du backstop, donc l'assurance du maintien d'une frontière ouverte entre les 2 Irlandes, a fait tout capoter. Pourquoi? Parce que Madame May, elle dépend pour sa survie des 10 députés unionistes nord-irlandais. Et ces 10 députés unionistes nord-irlandais, bien que l'Irlande du Nord, ait voté en faveur du Remain, massivement, bloquent tout. Et sont bien sûr appuyés par les eurosceptiques conservateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des Britanniques n'ont que faire de l'Irlande du Nord. C'est un endroit qui leur rappelle de très mauvais souvenirs, les assassinats de l'IRA, les morts de soldats, et c'est aussi un boulet financier. Et la plupart des Britanniques n'ont jamais mis les pieds en Irlande du Nord. Donc on est dans une situation très paradoxale où cette province, où en plus la démographie fait que dans 5 ans, on aura une majorité catholique et sans doute une réunification, bloque tout le Brexit. Alors moi, je pense que finalement, l'accord de Madame May, qui est le meilleur, pourrait passer en 3e lecture, mais voilà, on n'en sait rien. En fait, j'ai l'impression qu'à plusieurs reprises, vous n'avez pas forcément parlé du Royaume-Uni, mais de l'Angleterre dans votre propos. C'est un peu provocateur, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas des risques pour le Royaume-Uni du Brexit? Oui, mais c'est 82% de la population. C'est l'Angleterre qui est la partie motrice de ce pays. C'est pas le Pays de Galles, c'est pas l'Irlande du Nord, et dans une certaine mesure, l'Écosse est un pays entièrement subventionné, est un pays pauvre, qui vit en fait des subventions des Anglais. Donc bien sûr, je parle de l'Angleterre. Surtout de l'Angleterre. Oui,
Pour répondre aux questions d'Olivier Martyr, d'abord sur l'accord de retrait, est-ce que c'est un bon accord pour le Royaume-Uni? Bon, d'abord, c'est le résultat d'un compromis. C'est toujours bon à rappeler, il s'agit d'une négociation, c'est un compromis. Et pour répondre à la question, il faut d'abord revenir sur quels sont les objectifs en fait, du Royaume-Uni. Les objectifs, c'est d'abord conserver en fait des liens aussi proches que possible vis-à-vis du marché intérieur, et notamment pour les services financiers. Deuxièmement, contrôler la liberté de circulation des personnes, notamment des ressortissants communautaires au sein du Royaume-Uni. 3, continuer à avoir son mot à dire et donc à exercer une influence politique sur les règles qui font fonctionner ce marché, pouvoir définir ses droits de douane et négocier librement, absolument souverainement, des accords de libre-échange avec des pays tiers. Ça fait beaucoup. Et effectivement, il n'y a aucun modèle aujourd'hui qui répond en fait à l'ensemble de ces objectifs. Et de l'autre, puisqu'évidemment le Royaume-Uni ne négocie pas seul, quels sont les objectifs de l'Union européenne? Les objectifs de l'Union européenne, c'est garantir au maximum l'intégrité, pas au maximum, totalement l'intégrité du marché intérieur, qui, comme je disais tout à l'heure, est au cœur de l'existence politique de l'Union, et de ne pas entrouvrir la porte à la possibilité d'un statut pour un pays extérieur à l'Union européenne qui serait un statut plus favorable que le statut d'État membre au sein de l'Union. Et donc, ces éléments-là, ils sont évidemment importants pour évaluer au moins l'accord de retrait, sans parler de la phase à venir sur les relations futures. Qu'est-ce que dit l'accord de retrait? Il prévoit en fait 2 choses fondamentalement. La première, c'est que si cet accord était ratifié, mais on sait qu'il ne le sera pas, donc j'allais dire que la question, elle se pose presque plus. Sauf à ce qu'un référendum soit organisé, encore une fois, sur ce deal, sur cet accord de retrait. C'est la dernière petite possibilité, mais on ne sait pas du tout si on va aller dans cette direction-là. Qu'est-ce que dit cet accord de retrait? Il dit que, s'il était ratifié par le Parlement britannique, à l'issue d'une période de transition qui irait jusqu'en décembre 2020, donc à partir de 2021, le Royaume-Uni serait dans un territoire douanier en fait unique avec l'Union européenne, ce qui permettrait, et ça c'est évidemment un avantage pour le Royaume-Uni, de ne pas rétablir en fait des droits de douane et des contrôles douaniers sur la circulation des biens, des marchandises au sein de ce territoire douanier unique. Donc ça c'est plutôt positif. Et puis l'autre élément, le deuxième élément de cet accord de retrait, c'est qu'il y a un arrangement spécial pour l'Irlande du Nord qui est détaillé dans ce protocole en fait, concernant le backstop dont on a parlé, c'est-à-dire le filet de sécurité, et qui prévoit dans cette perspective-là, dans le cadre de cet accord de retrait, que l'Irlande du Nord continuerait de faire partie du marché intérieur uniquement pour les marchandises. Et donc, autre avantage, ça évite de rétablir une frontière physique entre les 2 Irlandes. Donc de ce point de vue-là, ces éléments-là sont plutôt positifs dans la colonne plus. Maintenant, l'inconvénient pour le Royaume-Uni, c'est qu'il ne serait pas libre en fait de déterminer, de définir ses tarifs douaniers. Or, c'est ce qu'il souhaite aussi. Par ailleurs, il devra accepter les accords commerciaux conclus à extérieur, conclus entre l'Union européenne et des pays tiers. Donc le retour à la souveraineté pleine et entière de ce point de vue-là n'est pas complètement obtenu. Et évidemment, cette formule ne donnerait pas non plus accès complètement au marché intérieur et notamment aux services financiers. Donc ensuite, chacun, j'allais dire, se fait sa propre opinion de cette balance, de cet équilibre entre les avantages et les inconvénients. Mais encore une fois, il n'existe aucun modèle en fait aujourd'hui qui permettent de répondre positivement à l'ensemble
des exigences qui sont formulées par le Royaume-Uni. Mais encore une fois, parce qu'aucune des formules existantes, d'abord, chacune de ces formules est un compromis sur chacun des points que j'évoquais, et puis par ailleurs, parce que le Royaume-Uni négocie avec l'Union européenne qui elle-même défend légitimement ses propres intérêts. Question. Bonsoir. Je ne vois pas comment on puisse considérer un respect de la volonté populaire de décider sur la base d'une majorité de 52% de sortir de l'Union européenne sur la base d'une décision qui demandait de dire oui ou non, étant donné le fait que le problème commence après le oui ou non, c'est-à-dire qu'on devrait décider sur le hard ou soft Brexit, que les gens ne savaient rien, n'avait aucune opportunité de voter pour une de ces deux décisions. Et c'est clair que le parti conservateur a séquestré l'opinion publique et a pris une décision qu'il n'aurait pas pu prendre dans une situation dans laquelle on avait vraiment du respect de la volonté populaire. En plus, il y a eu des changements pour lesquels les sondages plus récents d'opinion publique montrent une légère majorité contre le Brexit. Et même le secrétaire du Parti travailliste, M. Corbyn, qui est un eurosceptique, a dû admettre la possibilité d'un deuxième référendum parce que la majorité même des députés travaillistes est en faveur d'un deuxième référendum. Est-ce que vous pouvez répondre, M. Roche, à cette réflexion sur le référendum ? Je vais parler du référendum parce que j'ai très mal entendu, monsieur, je m'en excuse. Le deuxième référendum, pourquoi je suis contre? Parce qu'au Royaume-Uni, déjà, l'arme du référendum n'est pas courant. Il y a eu 5 référendums, notamment sur l'Union européenne et sur la régionalisation. Mais comme disait De Gaulle, les gens ne répondent pas à la question. Pourquoi le deuxième référendum est refusé à la fois par les conservateurs et les travaillistes. Les conservateurs parce qu'ils savent qu'une majorité de leurs électeurs ont voté Leave. Les travaillistes parce qu'ils savent qu'une grosse minorité de leurs électeurs, notamment dans le Nord et les Midlands de l'Angleterre, ont voté Leave. Et il y a un autre facteur pour lequel un autre facteur qui explique que je sois contre un deuxième référendum et que beaucoup de gens sont contre. C'est qu'on vit depuis 2 ans et demi une espèce de psychodrame qui divise les amis, qui divise les familles, une sorte d'affaire Dreyfus où les gens ne se parlent plus, où les deux camps sont crispés sur leurs revendications et que 6 mois de campagne référendaire va simplement cristalliser encore plus un pays qui est dans un désarroi total. Et enfin, et c'est l'élément le plus important, qui dit qu'un deuxième référendum va voir une victoire du Remain? Alors on me dit, mais oui, les sondages montrent que, les sondages ont montré que le Remain devait l'emporter en 2016. Alors on me dit, oui, mais les jeunes qui n'ont pas pu voter qu'entre 16 et 18 ans, les jeunes votent moins que les vieux. Et le dernier facteur qui me dit que s'il y a un deuxième référendum, le Leave l'emportera, c'est qu'il y a des tas de gens comme moi qui auraient voté, je n'étais pas britannique à l'époque, pour le Remain en 2016, qui voteraient pour le Leave en 2019-2020, c'est ce qu'on appelle les Remainers qui se disent « Eh bien, allons-y, c'est la volonté populaire, on va faire le maximum d'une situation difficile » et ces gens-là vont voter. C'est pour ça que je pense qu'un deuxième référendum, le Leave gagnerait et donc on peut l'éviter. Sur le référendum, tout à l'heure, Michel Fouché nous disait que c'est pas forcément une bonne technique pour apprécier sur des sujets très compliqués des réponses. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'en Grande-Bretagne, il me semble bien que le référendum est consultatif, c'est pas un référendum obligatoire. Après, les partis politiques peuvent prendre en quelque sorte, s'appuyer sur ce référendum, mais il est purement consultatif. Oui, pour ajouter un mot sur cette question du référendum, ce qui personnellement me frappe beaucoup en fait dans le cas du Brexit, c'est que il est parfaitement possible, pour le coup, c'est pas une question complexe de savoir si il est possible, est-ce qu'on veut sortir ou rester. La question est simple.
Et donc, effectivement, on peut dégager une majorité assez facilement. Là où ça se complique, c'est ce que vous disiez, je crois, monsieur, dans votre question, et je suis entièrement d'accord, c'est que, et on en est là, c'est qu'il n'y a pas une façon de sortir. Il y a au moins un Brexit hard, il y a un Brexit soft, et vous avez 4 ou 5, peut-être plus, modalités en fait, de sortir. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on est capable, à la fois d'ailleurs au Parlement ou par voie référendaire, de définir en fait une majorité, de dégager une majorité pour l'une des options en fait possibles. Et là, ça devient vraiment beaucoup plus complexe. Bonsoir. Déjà, dans un premier temps, je me réjouis qu'on ait l'avis d'une personne qui est favorable au Brexit, parce que d'une manière générale, dans les médias, et quand on entend parler du Brexit, on voit plutôt ça comme quelque chose de tragique et on a toujours le même point de vue. Donc déjà, je trouve que c'est très bien d'avoir les deux points de vue. Moi, ma question, elle s'adresse plutôt à Monsieur Roche. Du coup, vous parliez tout à l'heure des délocalisations. Alors même si elles ne sont pas directes, il y a quand même plusieurs cas d'entreprises qui ont quitté l'Angleterre. Il y a EasyJet, il y a une banque également qui a... Alors, ce n'est pas des délocalisations directes, mais elle crée une filiale dans un autre pays d'Europe pour y exporter leurs activités. Il y a Unilever aussi qui a abandonné son siège à Londres. Donc, d'un point de vue économique, il y aura quand même des conséquences sur l'Angleterre. Et d'un point de vue politique aussi, tout à l'heure, M. Fouché, dans sa conférence, nous disait que l'Europe, il y aura... dans quelques années, avec la montée en puissance de plusieurs pays comme la Chine, l'Inde et d'autres, l'Europe n'aura plus un poids économique qui a été le sien depuis très longtemps. L'Europe en elle-même, mais comment le Royaume-Uni ou d'autres pays, s'il y avait d'autres pays qui étaient amenés à quitter l'Union européenne, comment, indépendamment de l'organisation, il pourrait faire face sur un plan international aux autres grandes puissances en devenir. Vous voulez une réponse de M. Roche, je suppose, non? Oui, tout à fait. Vous l'avez entendu? Oui, oui, très bien, merci. Sur les délocalisations, c'est évident qu'il y aura des délocalisations, mais qui sont à la fois dues au Brexit, mais aussi aux délocalisations que l'on voit dans tous les pays à main-d'œuvre plus chère vers des pays à main-d'œuvre moins chère. C'est certainement le cas des constructeurs automobiles qui ont dit qu'ils allaient s'installer en Slovaquie ou ailleurs. Donc il y aura des délocalisations dépendant bien sûr de deux choses. D'abord, de l'accord et ensuite du traité commercial à venir. Ceci dit, pourquoi les délocalisations ont été limitées et seront limitées? Parce que si vous êtes, par exemple, ce qui est l'avenir, vous l'avez dit, un investisseur asiatique, venir au Royaume-Uni vous est naturel. Le Royaume-Uni est totalement en phase avec les pays émergents, pour des raisons bonnes ou mauvaises, ça c'est à vous à juger. Et si on voit par exemple la City, qui est aujourd'hui la première place financière hors Chine dans le négoce du yuan, eh bien, les Chinois sont très présents et il y a un accord financier anglo-chinois. Les Britanniques ont vendu une grande partie de leur parc nucléaire aux Chinois, ce qui est impensable sur le vieux continent, sans que ça provoque énormément de réactions, notamment la centrale d'Hinkley Point, qui est un projet franco-chinois. Et donc, ce pays aura toujours un avantage, comme je l'ai dit, je ne vais pas y revenir, donc la langue, la loi, la protection des brevets, l'éducation, les universités, les liens entre les universités et le monde des affaires, la recherche, etc. Mais surtout parce que c'est un pays foncièrement libéral et il le sera encore plus en dehors de l'Union européenne. Oui, peut-être là aussi un mot complémentaire. Quand on parle quand même de commerce international ouvert avec d'autres pays, les autres pays en question, il ne faut quand même pas non plus complètement les oublier, et ils demandent en général des compensations. On l'a bien vu d'ailleurs, au plan intra-européen, quand un pays comme la Pologne a un intérêt à ouvrir son marché aux entreprises britanniques, c'est parce qu'un pays comme la Pologne a un intérêt à ce que ses ressortissants puissent aller sur le marché du travail
britannique. Et au plan international, la question quand même qui va se poser, c'est de savoir si, prenons un exemple d'un pays comme l'Inde ou même comme la Chine, est-ce que l'Inde ne donnera pas en fait un accès plus favorable au Royaume-Uni que l'Union européenne s'il n'y a pas de visas en fait qui sont donnés aux Indiens ou aux Chinois? C'est comme une question qui va se poser, la question des compensations. Et en fait, je trouve qu'on oublie un peu trop en fait, dans le discours qui consiste à faire crédit à la thèse finalement des Brexiteurs hard, consistant à dire voilà, c'est une opportunité incroyable pour s'ouvrir encore davantage, c'est le projet du Global Britain, etc. Mais on oublie, je trouve, un peu les autres acteurs, comme si tout dépendait en fait uniquement de la volonté d'ouverture du Royaume-Uni. Les entreprises japonaises en fait ont commencé à rapatrier en fait certains de leurs sites et à quitter le Royaume-Uni pour éviter précisément l'incertitude du Brexit. Donc moi, je trouve quand même qu'il faut être assez prudent avec ce genre d'argument. Et on voit bien que, alors, si le secteur financier peut avoir effectivement des atouts qui peuvent lui permettre d'avoir des gains post-Brexit encore plus importants, il me semble que le secteur manufacturier, lui, peut souffrir en fait de ce Brexit. J'aimerais faire juste une petite remarque avec la City que je connais très bien, l'ayant couverte pendant 25 ans pour Le Monde. C'est que où voulez-vous que les banquiers étrangers de la City aillent? Ils ne vont pas aller à Paris, qui est une place financière nationale réduite, avec un peu d'asset management. Ils ne vont pas aller à Francfort parce qu'ils ne parlent pas allemand, il n'y a pas d'école internationale. Et c'est également une place dominée par les géants nationaux. Et ils ne vont pas aller à Dublin, Amsterdam ou Madrid, etc. Parce que ce sont des petites places qui dépendent totalement de la City. Et donc, ils vont rester à Londres, ils sont très heureux, on parle anglais, il y a une vie culturelle foisonnante, il y a des écoles internationales, tous les grands pays, il y a je ne sais pas combien de lycées français, et il y a toute l'ingénierie financière et surtout les liens avec le monde entier, le monde de la globalité, et non seulement l'Union européenne. Donc moi, je ne vois pas, si vous êtes un banquier de Goldman Sachs, qu'est-ce que vous iriez faire à Francfort? Ça résume le propos de Michel Fouché tout à l'heure. Au fond, c'est Singapour sur Tamise qui se prépare. Oui. Bonjour, je suis un fonctionnaire retraité du British Council et j'étais parmi les 700 000 qui ont manifesté à Londres le 20 octobre pour un deuxième référendum. Mais j'ai une question pour M. Fouché et Marc Roche. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait trouver un meilleur accord que cet accord à minima? Les universités britanniques sont très concernées. Vous avez raison, M. Roche, de parler de soft power, mais les universités britanniques, 60 parmi eux ont appelé pour un deuxième référendum. Ils sont très préoccupés pour perdre les programmes de recherche scientifique dans les domaines de la santé et dans tous les domaines, et que le Royaume-Uni va être traité comme une troisième pays ordinaire. On a besoin des accords assez proches et c'est loin d'être certain en ce moment. Alors, peut-être juste un mot sur quand même la City. Enfin, je partage assez largement ce qu'a dit Marc Roche tout à l'heure. Et encore une fois, je pense que la City souffrira beaucoup moins que d'autres secteurs. Et notamment que le secteur manufacturier auquel je faisais allusion. Maintenant, le rôle de la City, c'est qu'il est aussi important parce que c'est le centre financier pour l'euro, qui est quand même la deuxième devise internationale, mondiale. Et je ne suis pas du tout sûr que le Brexit se fasse sans coût non plus pour la City de ce point de vue-là. Est-ce que c'était le meilleur accord ? Visiblement, oui, puisqu'on est arrivé au bout du bout, finalement, non seulement de la négociation quand l'accord a été obtenu en novembre, fin novembre dernier,
Suite au premier rejet par le Parlement britannique de ce deal, de cet accord de retrait, les 27 ont accepté de rouvrir finalement la négociation, même à minima, sur la question du backstop. Ça, finalement, et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a plus du tout de marge en fait, de manœuvre ni de négociation. Donc oui, je pense qu'on est allé vraiment au maximum de ce qui pouvait être fait d'un côté, visiblement, comme de l'autre. Oui. Je peux intervenir sur les universités, parce que c'est un peu mon dada. Et puis nous sommes dans une université. Elles se délocalisent en plus, les universités britanniques. Juste pour vous dire que les universités britanniques ne sont pas si inquiètes de cela, de l'avenir. Pourquoi? Parce que les étudiants européens continueront de venir, parce que pour un PhD, ils devront aller soit aux États-Unis, soit au Royaume-Uni, et le Royaume-Uni reste quand même un pays dont ils sont plus proches que les États-Unis, mais simplement leurs droits d'inscription vont être les mêmes que les droits d'inscription des étudiants chinois. Il n'y a aucune raison que les étudiants européens payent le même niveau de droit d'inscription que les Britanniques, en dehors de l'Union européenne. Mais les universités sont tellement riches dans ce pays. Elles attirent des étudiants du monde entier qui continueront à venir en raison des liens avec l'industrie, en raison des formidables capacités de recherche et en raison d'un enseignement en anglais qui est incontournable. Donc c'est pour ça que moi, les universités, je suis très optimiste ce qui va se passer après le Brexit. Rien ne va changer. Oui. Pardon, juste une réaction là-dessus, mais précisément, rien ne va changer, c'est déjà le cas. Donc je ne vois pas tellement le lien en fait entre le Brexit et le fait que ces atouts dont dispose déjà le Royaume-Uni alimenterait, justifierait en fait la thèse d'un succès du Brexit. En fait, c'est-à-dire que non seulement les universités britanniques, on le sait, font partie des meilleures du monde, en tout cas dans les classements internationaux. Le soft power, effectivement, dont vous parliez tout à l'heure, existe déjà depuis des décennies. Donc, en quoi le Brexit change quelque chose de ce point de vue-là? À mon sens, rien. En fait, ça ne peut pas être présenté comme un argument en faveur du succès du Brexit. Oui, il va rapporter beaucoup d'argent aux universités britanniques puisque les étudiants européens vont payer le même droit d'entrée que les Chinois. Donc, les universités britanniques déjà très riches deviendront encore plus riches et le Brexit ne change en rien, vous avez raison là, leur formidable capacité de recherche. Donc, je ne comprends pas pourquoi les universités britanniques sont tellement anxieuses par rapport à Erasmus, par rapport à tout ça. Ce sont des institutions planétaires et donc le Brexit, eh bien, elles en profiteront ou au pire, ce sera une solution neutre. Mais elles ne vont pas souffrir du Brexit. Oui, merci. La Grande-Bretagne, ça a toujours été un problème dans l'Europe. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et est-ce que ce n'est pas une formidable opportunité pour l'Europe de voir les Anglais s'en aller? Et finalement, on arrivera sans doute à construire une Europe fédérale, ce qui est absolument impossible avec les Anglais. Donc, moi, je leur souhaite bon vent et j'aimerais qu'on parle beaucoup plus des atouts pour l'Europe que des difficultés pour l'Angleterre, parce que moi, je suis vis-à-vis de l'Angleterre comme les Anglais sont vis-à-vis de l'Irlande. On s'en fout de ce qui va se passer là-bas. Donc, carrément. Et non, mais il faut appeler un chat un chat. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont chefs d'entreprise. Ce qui se passe en Angleterre, c'est un micro-marché pour eux, ça ne les intéresse pas. Alors peut-être que dans la finance, c'est un problème, mais dans un certain nombre d'activités, ce n'est pas du tout un problème. Donc, ma question, est-ce que c'est pas une formidable opportunité pour l'Europe de voir partir les Anglais ? Michel Fouché, que je salue, a souvent l'habitude de citer un proverbe chinois consistant à dire « une crise est une occasion trop grave pour être gâchée ». C'est bien ça, Michel. Effectivement, ça peut être une opportunité. Si on veut essayer de peut-être préciser un peu les termes finalement du débat qui est devant nous de ce point de vue-là, là aussi, c'est une discussion qu'on a souvent eue avec Michel, que je citais à l'instant. Finalement,
l'un des problèmes aujourd'hui auxquels est confrontée l'Union européenne, c'est qu'il y a un manque de clarté vis-à-vis du projet à venir pour cette union. Et c'est sans doute ce qui nourrit la crise de sens, la crise de légitimité et le désarroi qui semble caractériser les opinions publiques dans beaucoup de pays vis-à-vis du projet européen lui-même. Et en fait, ce projet, effectivement, il manque de clarté parce qu'il y a un peu un conflit de vocation, je trouve, en tout cas, entre deux types de projets différents. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le projet qui a été porté très, très fortement, historiquement, par les Britanniques, mais aussi par les pays du nord de l'Europe, qui est finalement le marché qui doit s'élargir, parce que plus un marché est vaste, mieux c'est. Et puis finalement, pour les pays du nord de l'Europe, l'extension des principes de l'état de droit, une sorte de combinaison des Nations Unies et de l'OMC, en quelque sorte. Et puis d'un autre côté, il y a un autre projet traditionnellement soutenu par la France, qui est plus ambitieux politiquement, qui consiste, alors qui n'est pas forcément un projet fédéral, parce que je trouve que notre pays est très intergouvernementaliste, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un mal en soi, on peut en discuter, c'est un autre débat, mais en tout cas, un autre projet qui consiste à dire que le projet européen doit conduire à bâtir une Union européenne politique avec une mise en commun d'un certain nombre de prérogatives régaliennes. C'est un peu le discours du président Macron aujourd'hui sur l'Europe souveraine, qui ne doit pas nécessairement d'ailleurs conduire, à mon avis, à un État fédéral. Je ne crois pas du tout. Parce que justement les prérogatives régaliennes, leur exercice répond plutôt à des modalités intergouvernementales plus qu'à de l'intégration communautaire à proprement parler. Et donc, est-ce que de ce point de vue-là, si c'est ça l'alternative en fait qui est face à nous, si ce sont là les deux branches de l'alternative, est-ce que le Brexit peut être une opportunité pour trancher ce conflit de vocation entre les deux formes que pourraient prendre les deux visions européennes? Peut-être, mais évidemment, ça suppose d'engager le débat. Personnellement, je pense que c'est le sens en fait, de ce qu'essaye de faire le président français. Je ne suis pas du tout son porte-parole, mais je crois que c'est ça en fait, qu'il y a derrière le discours de la Sorbonne, fondamentalement. Est-ce que la France est suivie? C'est plus compliqué, en fait. On voit bien que du côté de l'Allemagne, il y a plutôt un choix du statu quo, même un peu amélioré. Ça avance sur les questions de défense un peu, mais peut-être pas dans une perspective qui est celle qui est proche de la France. On le voit sur la coopération structurée permanente, qui est très inclusive du point de vue allemand et qui répond à une autre logique du point de vue français, pour prendre un seul exemple. Et on pourrait multiplier comme ça les domaines. Mais effectivement, je pense que tous les défis aujourd'hui en fait, qui sont lancés, qui ne sont pas uniquement de nature économique, ils le sont, mais aussi de nature politique, le contrôle des frontières extérieures, les questions migratoires de manière générale, l'antiterrorisme, etc., on voit bien que ce n'est pas que l'Europe marchait. Et pour reprendre ce que disait d'ailleurs Michel Fouché, finalement en faisant référence à Luc von Middelaar tout à l'heure, c'est-à-dire l'Europe, elle sait produire de la règle, elle sait faire fonctionner le marché, elle sait faire fonctionner la politique monétaire, elle a une politique de concurrence, alors qu'on peut discuter ces jours-ci, mais globalement qui est plutôt efficace. La question, c'est de savoir si on veut privilégier le consommateur européen ou si on veut bâtir un champion européen à l'échelle mondiale. C'est ça la question qui se pose. Et on voit bien que la question du changement d'échelle, qui était au cœur du propos de Michel Fouché, elle est centrale de ce point de vue-là. Donc voilà, ce débat il doit être posé, je crois, dans ces termes. Et je crois qu'on en est là. Et donc oui, ça peut être potentiellement une opportunité, mais c'est une opportunité à ne pas gâcher. Est-ce que Marc Rocher veut réagir sur l'idée qu'au fond, le départ du Royaume-Uni est une opportunité pour le continent européen? Et pour le Royaume-Uni. Non, on voudrait qu'on parle un petit peu du continent et pas seulement du Royaume-Uni. Pardon? L'idée, c'est de parler aussi de l'Europe continentale et pas seulement du Royaume-Uni. Oui, absolument. Mais vous savez, si vous vivez ici, après 2 ans et demi de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, eh bien, l'Europe devient une idée très lointaine. Pas l'Europe, l'Union européenne. Les gens, je dirais, sont mitridatisés, si je peux utiliser ce terme. Visiblement, beaucoup commencent à tourner la page
et à se dire nous avons une vocation planétaire. Vous êtes tous allés à Londres, vous savez très bien qu'à Londres, dès que vous arrivez, vous êtes fascinés par cette société multiculturelle, des gens venus de partout. Moi, dans ma rue, il n'y a pas un seul Anglais à part moi. Maintenant, je suis britannique. Les gens viennent de partout. D'accord. Et je crois que c'est cette dimension planétaire qui aujourd'hui conduit les débats au Royaume-Uni en se disant l'Union européenne, bonne chance qu'elle se réforme, elle se portera très bien, mais le Royaume-Uni est ailleurs. Dernière, peut-être une forme de fin. Je sais pas pour la fin, mais peut-être comme un argument supplémentaire sur la question de l'opportunité que pourrait représenter le Brexit pour l'Union européenne et son avenir. Je pense qu'il y a comme un élément très important qui touche en fait à l'euro. Pourquoi ? Parce que finalement aujourd'hui, il y a deux grands niveaux d'intégration que sont l'Europe des 28, donc le Royaume-Uni sera là, c'est-à-dire l'Europe du marché, et puis l'Europe en fait de l'Union économique et monétaire, l'Europe de l'euro. Des 19. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le départ du Royaume-Uni peut être aussi une opportunité pour, à terme, justement une fois que ce conflit de vocation sera tranché et que les choses seront clarifiées, pour réaligner les deux grands niveaux d'intégration que sont le marché et la zone euro. Et si, j'allais dire, on peut parfaitement imaginer une refonte, une redéfinition de l'architecture de l'Europe, là je parle Europe pas au sens Union européenne, avec finalement 3 niveaux d'intégration. C'est-à-dire le premier, l'Union européenne comme échelle pertinente en fait, qui serait celle de la zone euro, puisque tous les pays, je le rappelle quand même, mais tous les pays qui sont membres de l'Union européenne doivent adopter la monnaie unique quand les conditions seront réunies. Un deuxième niveau d'intégration d'ailleurs qui pourrait intéresser le Royaume-Uni, qui est finalement l'Europe du marché, c'est l'espace économique européen. Peut-être revu, peut-être revisité, parce que tel qu'il fonctionne aujourd'hui, évidemment, il ne répond pas à toutes les attentes du Royaume-Uni, notamment à l'exercice de l'influence politique sur la définition des règles. Et puis peut-être, alors à l'intérieur de l'Union européenne réalignée avec la zone euro, peut-être le développement d'une dimension politique à laquelle vous faisiez allusion. On le verra dans les autres moments du festival. Merci beaucoup aux deux intervenants et merci à vous.